Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. Tout de suite, le sommaire. Le président Macky Sall peut porter loin le combat contre les violences faites aux femmes en zone de conflit. C'est l'avis de la présidente de Femmes Africa Solidarité, Binta Diop, que vous entendrez dans cette édition. Les premiers pèlerins sénégalais sont arrivés en Arabie Saoudite, une délégation de 295 personnes conduite par le commissaire général au pèlerinage. Et puis notre dossier du jour qui porte ce soir sur les taxis 7 places, vétustes mais robustes. Ces véhicules font l'affaire des passagers les plus pressés. Nous en saurons un peu plus avec notre reporter Seydina Alunfal. Le président Macky Sall peut porter loin donc le combat contre les violences faites aux femmes en zone de conflit. Il sera le porte-parole des sans-voix pour que justice soit faite selon Binta Diop. La présidente de Femmes Africa Solidarité se dit honorée du choix porté sur Macky Sall pour parrainer la campagne mondiale de lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants en zone de conflit. Nous l'écoutons. En tant que président actuellement donc le leader du NEPAD, un des jeunes leaders de cette génération des nouveaux chefs d'État élus pour diriger nos nations, je crois qu'il a une voix qui porte une voix prépondérante dans cette société des nations. Ce que nous attendons de lui, c'est de pouvoir dire aux autres chefs d'État africains, pour dire que halte, nous sommes en train de faire des lois, et je pense que beaucoup de chefs d'État ont adopté des lois, mais c'est le moment de les appliquer. La protection des droits de la femme, ça doit être une réalité. Ce n'est pas de dire qu'il y a le protocole sur les droits de la femme, il y a au niveau national des lois qui protègent les femmes, mais c'est de faire en sorte qu'au niveau, par exemple, des tribunaux, quand une femme subit ces cas de violence dans d'autres pays, et surtout dans les zones de conflit, qu'on puisse mettre des tribunaux, qu'on puisse faire en sorte que les victimes trouvent justice. Et c'est ce qui ne se passe pas actuellement. Donc il peut être porte-parole des sans-voix pour que justice soit faite. Mais également la reconstruction, parce que ce n'est pas seulement de dire amenons ceux qui ont perpétré devant les tribunaux, mais faisons en sorte qu'on restaure la dignité de ces victimes. Par exemple, nous voulons des hôpitaux par rapport à ces femmes. Nous savons que ça existe par exemple à l'est du Congo, pour faire que le corps de la femme soit retrouvé, qu'elle puisse avoir sa dignité dans la société, qu'on puisse aussi lui donner, ne serait-ce qu'économiquement, le pouvoir, qu'il puisse réintégrer sa société, sa communauté, son village et continuer à travailler. Et je crois que c'est ça, créer des fonds pour les victimes de violences. Les Nations Unies sont en train de mettre cela en place. Le président Macky Sall peut faire appel pas seulement à l'Union africaine, mais à la communauté internationale. Voilà l'intégralité de cette interview après cette édition, interview donc réalisée à New York avec Tcharno Ahmadoussi. Le premier contingent de pèlerins sénégalais est arrivé à Médine à 3 h du matin. La délégation de 295 pèlerins, conduite par le commissaire général au pèlerinage, a été accueillie par l'ambassadeur du Sénégal sur place. De l'aveu même des pèlerins, le voyage s'est déroulé dans d'excellentes conditions. Envoyé spéciaux en Arabie Saoudite, Alioune Ndiaye, Oumindour. Aéroport de Médine, 3 h du matin en ce lundi 23 septembre 2013. Le comité d'accueil des pèlerins sénégalais est à pied d'œuvre depuis près d'1 heure. L'avion de Sénégal Airlines vient d'atterrir. Les délais sont respectés. Premier motif de satisfaction pour le tout nouveau commissaire général au pèlerinage. Il a fait de la ponctualité un axe majeur de son magistère. Il était prévu qu'on vienne à 3 h, on est arrivé à 3 h. Il était prévu qu'on décolle à 15h45, on a décollé à 15h45. L'effectif qui était prévu dans l'avion, c'est avec ce même effectif qu'on est venu jusque-là. Et nous avons été bien accueillis. Donc ça se passe exactement, il n'y a aucun problème. Et pour accueillir le commissaire général au pèlerinage et les 295 pèlerins du premier vol, il y avait aussi des membres de la mission diplomatique du Sénégal en Arabie Saoudite. Celle-ci est engagée dans les préparatifs de cette édition du pèlerinage depuis de longs mois déjà. Nous avons préféré venir très tôt à Médine, accueillir les pèlerins
et travailler avec l'équipe que le commissaire général avait bien voulu envoyer ici. Et depuis notre arrivée, tout se passe très bien. Ce sont donc des pèlerins certes fatigués par 7 heures de vol que nous avons rencontrés, mais ils sont surtout très satisfaits de l'organisation de cette première étape de leur pèlerinage. Nous avons quitté Dakar dans de très bonnes conditions et nous sommes arrivés à Médine dans de très bonnes conditions, grâce au bon Dieu. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nous prions pour que le pèlerinage se passe très bien, comme il a débuté pour nous, et que Dieu fasse que nous tous qui sommes là, retournons tous au Sénégal, Inch'Allah. C'est mon premier pèlerinage, hein, mais je vis des moments vraiment émouvants, hein, parce que vraiment ce que j'ai vu ici quand même me réconforte par rapport aux prières que nous avons formulées pour notre pays. Et Sékou Tamba aura encore d'autres occasions de s'émouvoir à Médine-la-Sainte. Ce mardi, lui et ses compagnons de voyage pourront effectuer la visite des lieux historiques de la ville, parmi lesquels le champ de bataille de Uhud et bien entendu la mosquée qui abrite le tombeau du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Outiller physiquement les futurs pèlerins au lieu saint de l'islam, c'est l'objectif du ministère de la fonction publique. Il vient d'organiser une randonnée pédestre pour lutter contre les maladies cardiovasculaires et le diabète, une manière de les mettre dans le bain des intenses moments de dévotion à la Mecque. Wali Gueye. Après d'intenses exercices d'étirement, les participants ont commencé à marcher. Ils sont pour la plupart des candidats au pèlerinage 2013 à la Mecque. L'objectif de cette randonnée pédestre est de leur permettre d'avoir le maximum de leur capacité physique afin de pouvoir effectuer avec aisance leur acte de dévotion. C'est une initiative destinée aux pèlerins pour les préparer pour leur futur âge qui demande beaucoup d'efforts physiques et assez souvent beaucoup de marches. Comme le pèlerinage à la Mecque exige des activités physiques importantes, nous avons pensé organiser cette randonnée pédestre en collaboration avec le ministère du Sport et la Primature pour que les futurs pèlerins puissent faire face à ces activités physiques. Parce qu'effectivement, ils auront des dizaines de kilomètres de marche à faire à la Mecque et s'ils ne sont pas habitués, là, ça pourra poser un problème. Outre ces avantages pour les pèlerins, cette randonnée organisée par le ministère de la fonction publique vise à lutter contre les maladies cardiovasculaires et le diabète. Des affections qui touchent beaucoup d'agents de l'État. Vous savez que nous avons beaucoup d'agents de l'État qui sont atteints par ces maladies et le centre a décidé d'investir dans la prévention. Et cette initiative a été rendue possible grâce à la mobilisation du gouvernement. Après le top de départ à la place de l'Obélisque, les marcheurs ont sillonné le boulevard du Centenaire, l'avenue Maliksi, jusqu'à la porte du Millénaire, pour revenir à la place de l'Obélisque. De l'avis des médecins qui les ont accompagnés et assistés, en si peu de temps, les marcheurs ont gagné l'équivalent de 8 jours de prévention contre les maladies ciblées. Une vraie économie pour l'État du Sénégal qui dépense beaucoup dans ce domaine. Le Khalif général des Mourides donc apprécie le niveau d'avancement des travaux de la grande mosquée Massalikul Jinan de Dakar. Serigne Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké, en séjour dans la capitale sénégalaise, est venu visiter les chantiers. Ce projet est réalisé dans ses grosses œuvres à hauteur de 6 milliards de francs CFA pour une infrastructure qui doit coûter à terme 18 milliards de francs CFA. Nous y reviendrons avant la fin de cette édition avec Habib Mbaye. Le gouvernement annonce des mesures à court terme pour assurer une distribution correcte en eau dans la capitale. L'assurance est du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Pape Diouf était en conférence de presse cet après-midi pour annoncer le retour à la normale dans la distribution de l'eau. Nous l'écoutons. Nos services s'affairent autour de la question. On a fait appel à Dakarna pour la confection de la pièce pour remplacer cette partie défectueuse, parce qu'il faut dire avec les incidents répétitifs pendant ces plusieurs années, cette conduite était devenue faible, vraiment faible, ce qui fait qu'elle ne pouvait plus supporter les pressions d'eau qui arrivent à ce niveau-là. Ce qui a fait effectivement que ces travaux ont duré parce qu'il fallait remplacer une partie, je dis une partie, nous reviendrons sur la question là-dessus, une partie de cette conduite qui, nous l'espérons en tout cas, pourra sécuriser Dakar pour un moment pour permettre donc l'approvisionnement normal. Alors, les informations, et c'est ça, je pense, qui intéresse plus les Sénégalais, c'est quand est-ce que l'eau va revenir. Les dernières informations que nous avons de nos techniciens qui sont sur place, c'est que dans la nuit
cette nuit, vers minuit, 1h du matin, il est prévu effectivement, en tout cas, la mise en route effectivement des pompes pour permettre donc la remontée de l'eau. Il est prévu pour 2,720 milliards le renforcement du raccordement de l'anti-bélier de Keur-Momar-Sarr. C'est là où il y a l'incident. Il y a effectivement des aménagements à faire pour quand même sécuriser davantage cette partie pour que de tels incidents ne puissent pas être arrivés. Il y a plus urgent. C'est les 10 forages qu'il faut donc réaliser sur Dakar qui vont donner 34 500 mètres cubes. Donc tout cela compris, je pense qu'on pourra quand même assurer au moins d'ici 2017 l'approvisionnement correct de Dakar et même au-delà. Là, les propos du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement sont recueillis par Maïmonassi. Un atelier régional de renforcement des institutions de formation des collectivités locales d'Afrique francophone s'est ouvert ce matin à Saly-Portudal. Il vise surtout à opérer un changement d'échelle afin que ces institutions puissent inclure une nouvelle approche dans leur programme. La rencontre permettra de mettre en place de nouveaux modules consacrés à la décentralisation. Maman Moussagna. Au Congo, au Burkina Faso, dans beaucoup d'autres pays africains, les écoles nationales d'administration, les instituts et autres centres de formation font légion. Ces établissements consacrent l'essentiel de leur intervention au transfert de connaissances et compétences aux apprenants. L'heure est venue d'inclure une approche plus globale dans leur formation. Ces 11 pays francophones représentés à cet atelier en ont fait une préoccupation majeure. Nous avons intérêt à nous retrouver, à échanger d'expériences, à chercher des voies et moyens pour pouvoir répondre aux attentes des collectivités locales. Et faire en sorte que ces institutions soient plus performantes dans la qualité de la formation qu'ils livrent aux agents municipaux, aux élus locaux, mais aussi qu'ils puissent dans leur approche prendre en charge tout l'environnement des institutions et des collectivités locales pour avoir une formation de qualité. Cette session régionale invite les participants à réfléchir sur les nouveaux modules de la formation des collectivités territoriales africaines. Le modèle de financement des collectivités locales devrait y prendre une part active. Je pense que le financement, une formation axée sur le financement, une formation axée sur l'autonomisation progressive des collectivités locales me paraît être un axe très fort à encourager. Un avis partagé par les participants venus de différents pays d'Afrique. Les premiers responsables de ces autorités-là s'ouvrent d'abord à leur population pour faire dissiper la peur de payer les impôts locaux. Pour l'heure, l'Afrique a une charte sur la bonne gouvernance qui lance le processus d'harmonisation des politiques de décentralisation. Pourquoi pas des modules de formation harmonisés? Je pense que cette charte va permettre aux chefs d'État et aux États africains d'avoir, pour ceux qui n'ont pas encore été les militants du processus de décentralisation, un instrument d'inspiration et donc un instrument également d'harmonisation des politiques de décentralisation. La session régionale prend fin vendredi prochain. Une nouvelle approche en matière de politique de gestion des problèmes des marchands ambulants au Sénégal. C'est l'orientation qu'entend donner la direction de l'ANAMA, l'Agence nationale d'appui aux marchands ambulants. Aliou Keïta, le directeur général, a décliné ce matin le plan stratégique de l'agence. Alassane Diéthiou. Rien qu'à Dakar, ils sont plus de 54 000 marchands ambulants avec un taux de progression compris entre 5 et 10%. Fait marquant, 91% de ces marchands sont des jeunes. Prenant en compte ces données statistiques, le gouvernement a mis en place l'ANAMA, l'Agence nationale d'appui aux marchands ambulants. Cette structure, créée en novembre 2012 sur les centres de lancement, entend apporter une approche nouvelle en termes de traitement de la question. Au-delà du recasement, c'est la reconversion, c'est le retour en zone, c'est la formalisation de l'activité afin de les insérer dans le circuit économique légal. C'est la communication pour un changement de comportement, mais c'est la mise en place de projets structurants. Aujourd'hui, la logique d'intervention de l'ANAMA a changé. La complexité de la question de l'insertion au sein du tissu économique formel des marchands ambulants en particulier et en général le secteur informel a été très tôt appréhendée par les autorités sénégalaises. Aussi fallait-il, pour appuyer l'ANAMA, l'intégrer dans un plan stratégique transversal du département du commerce, de l'entrepreneuriat et du secteur informel. Nous allons travailler avec l'ANAMA, avec l'ITEA, avec l'industrie,
pour que justement des unités industrielles à taille humaine puissent être mises en place pour aider ces jeunes. Cette énergie qu'ils ont de rester de 7h du matin à 21h, qu'ils puissent l'utiliser non seulement dans la partie commercialisation, mais également dans la partie production et dans la partie transformation et gestion. Le langage qu'il faut tenir aux jeunes, c'est qu'ils sont capables de faire plus et mieux que ce qu'ils font actuellement. Pour se faire une idée précise de l'importance des enjeux économiques inhérents au développement de ce secteur, il convient de rappeler que les commerçants et marchands ambulants représentent 72% du secteur informel, lequel contribue pour 10% du produit intérieur brut du Sénégal. Les mutations que subissent les modules de démocratie dans le monde peuvent-elles remettre en cause les curricula de formation en journalisme et des contenus? La réflexion a été lancée à Dakar et elle s'articule autour du les médias en démocratie, les défis de la formation et de l'information. Le colloque international est à l'initiative du Centre des études de sciences et techniques de l'information, CESTI, compte rendu signé Dahaba. Pas de doute, tous s'accordent sur le fait que la liberté de presse est une condition de la démocratie. Mais face aux technologies nouvelles, un double questionnement. Quel enseignant, quelle formation offrir aux futurs professionnels de l'information? Une acuité et une actualité qui peuvent être appréhendées à deux niveaux. D'abord, au niveau des débats suscités par les dérives et les abus de ce que l'on appelle improprement le quatrième pouvoir. Ensuite, au niveau de l'abondante production scientifique qui campe le débat. S'y ajoute tout un dispositif d'autorégulation ou de régulation, d'où l'enjeu d'une remise en cause des fondamentaux de la formation dans un espace diversifié. Une école de journalisme d'excellence nécessite des moyens importants, moyens pédagogiques, moyens techniques et moyens humains. Car elle ne peut se contenter de diffuser du savoir devant un grand nombre d'étudiants. Il lui échoit la responsabilité de sélectionner de petits groupes d'aspirants journalistes dont la formation garantira la qualité de l'insertion professionnelle par des enseignements adaptés régulièrement aux besoins des entreprises. La corrélation entre les enseignements dispensés dans nos centres de formation et les attentes du monde des médias, un monde des médias devenu de plus en plus complexe. Je pense que c'est là où tous, État, gouvernement, organisations internationales et écoles de formation, c'est là où nous sommes le plus attendus. La société, elle aussi, subit l'influence des médias. Donc, ils sont appelés, ces médias, à jouer un rôle dans la formation de la citoyenneté. Mais faudrait-il qu'il y ait un préalable? Il s'agira donc, et c'est extrêmement important, de veiller à la qualité de leur protection. Et qui dit protection, dit environnement de travail, dit des salaires gratifiants et un espace qui puisse garantir sa liberté et donc, de ce fait, la qualité de son travail. C'est d'autant plus remarquable que la diversification du paysage médiatique contraste avec l'émergence d'autres formes d'entrave à la liberté d'expression qui ont forcément un impact négatif sur le journalisme et par ricochet sur la vitalité démocratique de nos pays. En marge du colloque international sur les médias en démocratie, défi de la formation de l'information, le ministère de la Communication a annoncé l'examen dans un futur proche du nouveau code de la presse par l'Assemblée nationale. Un atelier de concertation sur la stratégie de lutte contre le vol de bétail s'est ouvert ce matin à Mbour. La rencontre a réuni différents acteurs du secteur pour mettre en place un document stratégique d'Amsila. Causant la perte d'environ 2 milliards de francs CFA, le vol du bétail hante aujourd'hui le sommeil des éleveurs. Plusieurs familles ont perdu leur troupeau à cause du phénomène. Pour éradiquer le mal, les acteurs se donnent la main pour mettre en place un plan d'action. Depuis des années, l'État a réfléchi avec les éleveurs, parlait d'identification de bétail, parlait aussi de réforme des codes pénals, etc. Mais tout ça n'a pas abouti. Bon, donc, depuis qu'elle est arrivée actuellement, elle a pris engagement de travailler avec les éleveurs. On ne peut pas lutter contre le vol du bétail sans passer sans parler des abattoirs clandestins. C'est un lien. Je pense qu'elle est en train de faire tout. Il faut faire tout pour d'abord combattre le recel, l'abattoir clandestin qui est encore en circuit, un réseau qui est là depuis des années et des années. Le gouvernement du Sénégal, dans sa politique de défense des éleveurs et de lutte contre le vol du bétail, compte alourdir les peines infligées aux malfaiteurs.
Les nouvelles réformes judiciaires qui seront mises en place vont accorder une attention particulière à la question. Nous sommes en train de travailler sur la réforme du code pénal et du code de procédure pénale. Et dans le cadre effectivement de cette réflexion stratégique, le vol de bétail a été effectivement très présent. Je peux vous dire tout de suite que conformément aux recommandations des hautes autorités de l'État, la législation va être renforcée et les peines vont être renforcées. Au Sénégal, des millions de personnes s'activent directement ou indirectement dans l'élevage. Dès lors, la protection du secteur s'avère nécessaire pour booster l'économie nationale. La volonté politique de son Excellence M. Macky Sall et l'engagement ferme de Madame le Premier ministre de donner corps à la vision du chef de l'État en matière de développement de l'élevage ne peuvent aller de pair avec l'existence et l'ampleur de ce fléau dans notre pays. Il s'agit donc de prendre à bras le corps ce problème pour limiter son expansion, maîtriser son étendue et parvenir ultérieurement à son éradication. La rencontre va durer 2 jours. À l'issue des travaux, un document stratégique sera mis en place pour une lutte efficace et concertée contre le vol du bétail. Nous en venons à notre dossier du jour qui est consacré aux taxis 7 places, comme on les appelle communément. Ils sont vétustes mais robustes et font l'affaire des clients pressés. Zoom sur ce pan important du transport interurbain avec Seydina Alunfal. Décor anachronique, situation anarchique, bienvenue à la gare routière de Pompiers. Dans cette mer de voitures, les voyageurs se frayent un chemin. Entre bus, minicars et taxis 7 places, ils ont l'embarras du choix. Mais ici, les taxis 7 places règnent en maître, des Peugeot 505 break, des voitures d'une autre époque. Le fabricant n'en produit plus depuis plus d'une dizaine d'années. Néanmoins, elles résistent au temps et aux difficultés de la route. En dépit de leur âge avancé, ces taxis 7 places ont toujours la côte. Ça me plaît beaucoup. On peut discuter avec les gens, c'est très agréable. À chaque fois que je voyage, je prends des 7 places parce que c'est beaucoup plus rapide et il y a aussi le confort, quoi. Pour s'embarquer, les passagers doivent évidemment débourser davantage. Si on demande 5 000 francs, on va le payer. Malgré tout, les chauffeurs affirment ne pas tirer grand profit de ces voitures. On ne peut pas avoir les venants, les véhicules sont là, nous sommes obligés de débloquer de l'argent à chaque période pour pouvoir mettre à jour les véhicules sur le plan de la réparation. Si vous choisissez de voyager à bord d'un de ces taxis collectifs, prenez le soin de bien choisir votre place. Celle à côté du chauffeur est la plus convoitée. La banquette centrale accueille 3 personnes. Elle est moins confortable, surtout pour le passager du milieu pris en sandwich. Et si vous avez la malchance d'occuper la banquette arrière, vous risquez de vivre l'enfer. Impossible pour les occupants de la banquette du fond de se mettre à l'aise. Ils sont le plus souvent obligés de s'arc-bouter durant tout le trajet. Vu leur état, certains se demandent même comment ces voitures parviennent à circuler encore. Mais ne vous fiez pas aux apparences. Si certains affichent des allures carcasses, ces taxis font moins de victimes comparés aux bus, assurent les chauffeurs. C'est les bus en principal qui font les accidents beaucoup, mais pas les 7 places. Centre de contrôle technique. Ce jeune chauffeur de taxi interurbain se fait un sang d'encre. Sa voiture va passer à la visite technique. Ces craintes sont finalement avérées. Avant gauche, Sur plus de 1000 taxis interurbains contrôlés ici, 29% ne sont pas aptes à circuler. Pour ce qui concerne les taxis interurbains immatriculés DK, depuis le début de l'exploitation du centre, c'est-à-dire le 11 juin 2012, au 20 août 2013, on a reçu 1299 taxis interurbains.
Parmi ces 1299, 915 ont réussi la visite technique et 384, je pense, ont été recalés. Ces véhicules ont été recalés, soit ils ont eu des défauts au niveau du système de freinage, soit ils ont eu des défauts au niveau de la visibilité, c'est-à-dire pare-brise, rétroviseur, etc. Soit ils ont eu des défectuosités au niveau des pneus ou de l'éclairage, etc. Problèmes de freinage, d'amortisseurs, de lumière, de direction, des ennuis qui font l'affaire des mécaniciens. À l'autre bout de la gare routière de Pompiers se trouve l'atelier, ou plutôt l'usine de remontage, version artisanale. Retapés, relookés, ces taxis retrouvent un semblant de jeunesse, prêts à reprendre la route. On retrouve le même schéma dans presque toutes les gares routières du Sénégal, comme ici à Mbour, mais le problème, c'est qu'on y rencontre des voitures encore plus vieilles. Ces taxis-là ne passent tous ne passent pas au centre de contrôle technique. Il faut faire une précision. Seuls les taxis interurbains immatriculés DK ont l'obligation de faire la visite technique au niveau du centre. Les autres taxis interurbains immatriculés dans des régions telles que Louga, Ziguinchor ou Kaolack font la visite technique au niveau de ces dites localités. Pour régler le problème, il n'y a pas mille solutions d'après les transporteurs. On renouvelle le parc, comme j'avais dit à l'époque et je le redis. On nous avait montré des véhicules Toyota Essence 7 places, mais ça ne peut pas prendre des 7 places. À la direction des transports routiers, où le directeur n'a pas souhaité se prononcer, on nous affirme que le renouvellement des taxis interurbains n'est pas encore d'actualité. Ces taxis sillonnent tout le pays. Chaque jour, ils avalent des centaines de kilomètres. Malgré leur âge, ces voitures ne sont pas prêtes à rejoindre les musées. Les transporteurs le savent, ces taxis interurbains ont encore du chemin, beaucoup de chemin à parcourir. C'est signé Seydina Alioune Fall. Je vous le disais, le khalife général des Mourides apprécie le niveau d'avancement des travaux de la grande mosquée Massalikul Jinan de Dakar. Serigne Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké, en séjour dans la capitale sénégalaise, est venu visiter les chantiers. Ce projet est réalisé dans ses grosses œuvres à hauteur de 6 milliards de francs CFA pour une infrastructure qui doit coûter à terme 18 milliards de francs CFA. Reportage Abibou Mbaye. Une maison de Dieu qui va bientôt trôner majestueusement sur Dakar. Les ouvriers s'affairaient aux travaux comme à l'accoutumée, mais l'information sur la visite du khalife général des Mourides sur le chantier de la grande mosquée Massalikul Jinan s'est vite ébruitée. Disciples, ouvriers ont pris d'assaut le cortège du khalife qui, après avoir fait le tour du site, s'est difficilement frayé un chemin. Malgré un dispositif sécuritaire bien assuré par des forces de police presque débordées, le khalife, accompagné de son porte-parole Serigne Bassirou Abdou Khadre, a pu apprécier l'état d'évolution des travaux à bord de son véhicule. L'ouvrage va engloutir à terme 18 milliards de francs CFA. Et à l'heure actuelle, les grosses œuvres sont achevées à hauteur de 6 milliards de francs CFA. Il nous a dit qu'il est vraiment comblé et satisfait. Et à la fois, il est surpris. Il est surpris, mais agréablement surpris. Il est surpris parce qu'il ne s'attendait pas vraiment à ce niveau. Sur les grosses œuvres, là, on est à peu près à 6 milliards. Entre grosses œuvres et les travaux de finition et d'embellissement, il faut multiplier carrément par 3. 6 fois 3, ça fait 18, uniquement pour la mosquée. Parce que nous voulons rendre cette mosquée-là très belle. On ne s'arrêtera que quand le coffrage sera au sommet, c'est-à-dire du petit minaret qui fait 55 mètres. Et on va le faire sur les autres 4 petits minarets. Et après les 4 minarets, maintenant, ils vont attaquer le grand minaret qui culmine à 75 mètres. Les travaux avancent à pas de géant comparé à l'année dernière lors de la dernière visite du khalife. Dernière, à cette date, quand il est venu ici, nous n'avions que 3 poteaux. On tremblait tous, on n'osait même pas venir. Alors cette année, nous sommes un peu plus tranquilles. Aujourd'hui, en l'espace d'une année, donc nous avons fait vraiment un travail assez remarquable quand même. Donc aujourd'hui, nous sommes très heureux et nous sommes beaucoup plus sereins. L'avancement de ces travaux a aussi impressionné beaucoup de visiteurs, comme cette délégation envoyée par le directeur général de la RTS aux côtés du khalife. En tout cas, nous sommes très impressionnés parce que moi, la dernière fois que je suis venu, c'était quand on remblait ici avec du sable.
Et en un temps record quand même, on a réussi, en tout cas les travailleurs et l'ensemble des mourides qui ont eu à mettre leur sou dans cette œuvre-là. En un temps record, moi j'ai été très impressionné de voir l'œuvre à cet état d'avancement. La finalisation de cet ouvrage tient beaucoup à cœur le Khalife, principal bailleur de fonds, qui veut un achèvement des travaux dans des délais records. Sur l'international au Kenya, le gouvernement a dit sa détermination à faire la guerre aux terroristes. Hier soir, un assaut majeur a été lancé contre ceux qui ont attaqué le plus grand centre commercial de Nairobi. En réplique, les assaillants menacent de tuer les derniers otages. Ce matin encore, les opérations pour déloger les hommes armés se poursuivaient. Il est 10h40 ce matin à Nairobi, lorsqu'une intense fumée noire s'échappe du centre commercial de Westgate. Les chebabs somaliens, toujours retranchés, auraient mis le feu à des matelas pour empêcher les forces de police de pénétrer dans le bâtiment par le toit. Des tirs nourris ont également été entendus. Les journalistes ont dû fuir la zone par sécurité car les affrontements se poursuivent. Les forces de l'ordre kenyanes tentent d'en finir. Elles affirment avoir secouru quelques otages et tué 2 insurgés. Lors d'une conférence de presse, le ministre de l'Intérieur a déclaré que l'assaut contre le commando Chebab touchait à sa fin. Il a fait part de sa détermination à faire la guerre aux terroristes. Notre détermination à défendre notre pays n'a jamais été aussi forte et nous voulons dire que nous allons faire la guerre aux criminels. De leur côté, les terroristes Chebab affirment encore détenir des otages. En réponse aux assauts, ils ont menacé de les abattre. Dans un message sur Internet, le porte-parole du groupe islamiste a rappelé qu'ils étaient capables d'attaquer partout et que la paix ne serait possible qu'avec un départ des troupes kenyanes de Somalie. Pour les Chebabs, l'opération de Nairobi vise à punir les crimes de l'armée kenyane. Par le passé, ils avaient déjà menacé de s'en prendre au complexe commercial de Westgate. Voici d'autres nouvelles du monde sous forme de brèves illustrées. Principale destination, le Cambodge, la Chine et le Maroc. Mais nous allons d'abord au Pakistan où le pape François a fermement condamné l'attentat survenu ces derniers jours. Le pape condamne l'attaque d'une église au Pakistan dimanche. Lors d'une visite pastorale en Sardaigne, il a appelé les jeunes à ne pas choisir la destruction. Aujourd'hui au Pakistan, à cause d'un mauvais choix, d'une décision de haine et de guerre, une attaque a fait 70 morts. Ce n'est pas la bonne voie. Ça ne sert à rien. Seul le chemin de la paix permet de construire un monde meilleur. Dimanche soir, les chrétiens pakistanais enterraient leurs proches. Le double attentat suicide perpétré dans la matinée devant une église de Peshawar a fait plus de 80 morts selon un nouveau bilan. C'est l'attaque la plus sanglante jamais menée contre cette communauté dans le pays. Une attaque revendiquée par les talibans. Les députés cambodgiens font leur rentrée ce lundi, mais sans l'opposition. Elles boycottent cette première session parlementaire depuis les législatives du 28 juillet. L'opposition revendique toujours la victoire. Officiellement, elle a obtenu 55 députés contre 68 pour le parti au pouvoir. Mais elle dénonce des fraudes. Dimanche soir à Phnom Penh, 11 personnes ont été blessées dans des accrochages entre police et partisans de l'opposition. Violent typhon ce week-end sur le sud de la Chine. Pluie torrentielle, mer déchaînée, vent jusqu'à 165 km/h. La province méridionale du Guangdong est la plus touchée. À Hong Kong, le trafic aérien et maritime était totalement paralysé dimanche. La tempête a fait au moins 25 morts. Stop à la hausse des prix. Des milliers de personnes ont manifesté dimanche à Rabat, la capitale marocaine. À l'origine de la colère, les prix de l'essence, plus 8% depuis mi-septembre, alors que les tarifs du lait et de la viande ont déjà bondi. Dans le cortège, beaucoup de slogans hostiles au gouvernement islamiste. Familles, jeunes et travailleurs répondaient à l'appel d'un syndicat proche de l'Istiklal, le parti conservateur récemment passé dans l'opposition. À présent, cap sur New York où se trouve le chef de l'État. Il prend part à la 68e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Nous retrouvons notre envoyé spécial, Pape Béram Bigué Ndiaye, pour les temps forts de la première journée de cette visite du chef de l'État.
Bienvenue à New York. Nous sommes ici au cœur du siège des Nations Unies. Et derrière moi, vous le voyez, c'est déjà l'effervescence des grands jours d'une rencontre internationale, puisque toutes les caméras du monde sont braquées sur ce siège des Nations Unies où le chef de l'État va prononcer un discours très attendu. Ce sera déjà ce mercredi. Mais avant cela, aujourd'hui, ce matin, le président de la République avait rendez-vous avec Tony Blair, l'ancien Premier ministre britannique. Au menu des échanges, comment faire pour réduire les procédures, pour accélérer la cadence de l'économie de nos États, surtout en Afrique. La pointe Saharienne amorce sa descente sur New York en milieu d'après-midi. Une arrivée au pays de l'oncle Sam pour porter la voix de l'Afrique et d'un pays qui se repositionne sur la carte diplomatique du monde. Leadership et bonne gouvernance, les atouts d'un succès international reconnu par de grandes personnalités du monde. Séance de travail, échange d'expériences entre anciens et nouveaux dirigeants. Objectif, mettre en place une nouvelle stratégie d'accélération des politiques publiques, identifier et supprimer les procédures pour la réalisation rapide des projets de développement. La Banque mondiale crée le cadre d'expression et décide de mettre à la disposition de certains pays, dont le Sénégal, des experts chargés d'accompagner les dirigeants pour aller vite dans la concrétisation des projets. Une priorité pour le chef de l'État qui s'inscrit dans un mode de gouvernance publique qui met le citoyen au cœur de la politique économique et sociale. Et dans un souci d'aller vite dans la satisfaction des besoins des populations, le président Sall fixe de nouvelles orientations aux normes internationales. Autre fait important aujourd'hui ici à New York, dans l'agenda du chef de l'État, il y avait cette série d'audiences que le chef de l'État a accordées à plusieurs personnalités ici à New York. I am president of the World Jewish Congress. Je viens de rencontrer M. le Président avec plaisir. Entre autres choses, nous avons parlé du processus de paix entre Israël et la Palestine. Et nous savons que le Sénégal fait partie des pays modérés. Et nous voulions aussi juste explorer la possibilité de voir des pays comme le Sénégal aider à la réconciliation et à la paix entre Israéliens et Palestiniens. La paix est très importante quand les deux camps sont opposés et sont en conflit. Il est nécessaire d'avoir quelqu'un qui fait des va-et-vient entre les deux pour aider à la recherche de la paix. Nous pensons que c'est très important. Le président pourrait aider. From what I understand about the president, il peut faire la balance. J'ai saisi l'opportunité de la présence du président Macky Sall en marge de la 68e session de l'Assemblée générale pour une fois encore partager avec lui mes réflexions sur les questions de l'heure. Et je dois dire toute ma satisfaction quant aux perspectives qui s'offrent à mon pays, le Sénégal, dans la mesure où le président Sall a mis en avant la question de la jeunesse, qui est une question qui est au cœur aussi des préoccupations du secrétaire général de l'ONU, M. Ban Ki-moon, qui, comme vous le savez, a d'ailleurs nommé un envoyé spécial pour les jeunes. L'autre aspect, c'est la question des femmes. Et je suis heureux que demain, le 24 en tout cas, le président Sall va participer à un événement extrêmement important dont il sera d'ailleurs, je dirais, au centre. Ce sera un peu le champion de la cause des femmes à travers le monde. C'est un honneur pour moi, sénégalais, de constater que nous avons un président qui a décidé aussi de dire la vérité, non seulement à son peuple, mais au peuple d'Afrique et au monde entier. La vérité, parce que nous traversons aujourd'hui une crise qui affecte tous les pays. Et pour le Sénégal, le plus important aujourd'hui, c'est de se retrousser les manches, de se mettre au travail. Et le président Sall l'a dit récemment, je ne me soucie pas d'un quelconque mandat pour le futur. Et je crois que cela a été très important et j'ai tenu à le saluer pour cela, le féliciter parce que nous devons nous mettre au travail. Il y a des enjeux majeurs. La question du développement doit être réglée et aussi, il faut dire, il a le souci d'assurer au Sénégal la place qui lui revient
dans le concert des nations. La première approche, c'est le Sénégal est membre de l'Alliance mondiale des sports, qui est une organisation intergouvernementale qui a été créée en 2007. Et c'est pour prendre contact avec le président pour lui faire part, du rôle du Sénégal à travers l'Alliance mondiale des sports et pour initier bientôt un projet qui va permettre à l'Alliance de déployer son initiative et de mettre en place avec le gouvernement du Sénégal un programme pour aider et supporter la jeunesse par des infrastructures sportives et communautaires. Bon, l'objectif, comme le disait l'ambassadeur Lemieux, est d'aider la jeunesse sénégalaise, les programmes de formation, les programmes sportifs. Nous allons travailler de concert avec le gouvernement. On va essayer de rencontrer leurs objectifs, leurs priorités avec les moyens de l'AMS, travailler ensemble pour le mieux du pays éventuellement. C'était là les temps forts de la première journée de travail du chef de l'État ici à New York. Demain, notez qu'il y aura l'ouverture du débat général de la 68e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Il y aura également une réception de bienvenue organisée par le secrétaire général des Nations unies, Ban Ki-moon. À cette cérémonie, il y aura bien évidemment le chef de l'État, Macky Sall. Rappelons Pape Biram Ndiaye que le président de la République est le parrain de la campagne de lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants en zone de conflit. Nous en venons au sport. Afro-basket féminin. Le Sénégal s'impose avec la manière face au Zimbabwe, 123-45, score du match. Les Lions remportent leur 3e rencontre en autant de sorties. Abdul Aziz Ban. Avec Kumbasa. Voilà. Allez, à 3 points. Pas trop de difficultés pour les Lions dans ce premier quart-temps. Les Sénégalaises ne laissent aucune initiative aux Zimbabwéennes. Le Sénégal déroule et remporte ce premier quart-temps par 33-10. Le Sénégal, le score est pas bien. Au deuxième quart-temps, le Sénégal veut creuser l'écart. Les Lions assurent le spectacle. Bien joué, Neydiola qui intercepte le ballon. La contre-attaque avec Jojo Diouf. Plus 2. Ouais. Jojo, Neydiola. Le point. Elle termine très fort cette première période. 60-20, soit 30 points d'écart pour aller à la pause. Le Sénégal qui termine très bien cette première période. À la reprise, les Lions se font plaisir face à une formation zimbabwéenne qui ne peut constater les dégâts. C'est vrai. Au sifflet contre Assou Traoré. Au 4e et dernier quart-temps, les Lions creusent l'écart. Les Zimbabwéennes tentent tout de même de revenir au tableau d'affichage, mais rien n'y fait. Les Lions gagnent le match par 123-45. Le Sénégal joue son 4e match ce mardi. Ce sera contre l'Algérie. Imaginez, on savait qu'entre ces deux équipes, il n'y aurait pas photo. Abdelaziz Ban, satisfaction du staff technique et des joueuses face au Zimbabwe. L'objectif est de corriger certaines imperfections. Mission accomplie pour les protéger de Pape Moussa Touré. Réaction d'après-match, Aya Traoré et Pape Moussa Touré sont au micro de Seydina Alundigo. On voulait vraiment s'imposer un peu et éclaircir un peu notre jeu. Et je pense qu'on l'a fait aujourd'hui collectivement. L'équipe a bien joué. Sur le plan défensif aussi, on a voulu les limiter en dessous des 50 points. Donc je pense qu'on l'a fait. Comparé au match contre l'Égypte et la Côte d'Ivoire, on n'a pas été au top. Donc on a voulu éclaircir un peu notre jeu aujourd'hui et je pense qu'on l'a fait. Il faut d'abord respecter l'équipe de Zimbabwe. C'est une équipe jeune avec des joueurs qui sont talentueux. Je pense que s'ils travaillent encore, ils vont revenir au championnat d'Afrique avec plus de capacité de jeu. Alors nous concernant aujourd'hui, on savait qu'on allait gagner. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait monter un petit peu sur le rythme de jeu parce qu'on s'approche des quarts de finale. Faire un bon jeu, faire tourner l'équipe, courir et ne pas être fatigué aussi parce que c'est très important. La finale du tournoi des 4 grands a démarré dans la matinée par cette visite de courtoisie à l'ASC Nerlé, puis à l'ASC Walidane. Après retrouvailles au stade pour les choses sérieuses, Nerlé en vert et blanc affronte Walidane en blanc. Pour un match qui n'a pas manqué d'occasion, aucune des deux équipes n'a pu gagner au terme des 90 minutes de jeu. La séance de tir au but a créé des frayeurs, mais après plus de 10 tireurs, le match est resté sans résultat. Nous avons assisté à une très belle fête où les deux équipes vraiment sont à féliciter parce que chaque équipe a fait de son mieux, ils ont très bien joué.
Mais le sort a fait qu'on est arrivé à un match nul. Les tirs au but aussi n'ont pas édifié le public. Malgré le caractère festif de cet événement, les dirigeants du football local à Dara Djolof demandent aux autorités que leur stade soit électrifié. On a tout fait pour les départager grâce à la série de tirs au but, mais malheureusement il faisait un peu sombre. Cela nous réconforte dans notre position que Dara, le stade de Dara doit être électrifié en projecteur. Parce que si aujourd'hui Dara avait des projecteurs, je crois que cette finale-là allait connaître aujourd'hui un vainqueur. Chacune des deux équipes a quand même salué le lot d'équipements sportifs offerts par le président du conseil d'administration du port autonome de Dakar. Quant au match, il appartient au comité directeur de le reprogrammer. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également de votre fidélité. Tout de suite après le générique, l'intégralité de l'interview de Madame Binta Diop, présidente de l'ONG Femmes Africa Solidarité, interview réalisée à New York par Tcherno Ahmadoussi. Tout de suite après également un débat qui est consacré à la couverture maladie universelle. Vous voyez sur ces images Madame Ramatadem avec ses invités. C'est donc juste après cette édition. Merci d'avoir suivi.